Bonjour tout le monde, c'est Jean-Jean. Ouais, j'aime bien ce format, alors j'ai tenu compte un petit peu de certains de vos commentaires et j'ai utilisé Bandicam plutôt que mon téléphone et c'est vrai que ça rend mieux. Je voulais vous parler de la Syrie, je voulais vous parler de plusieurs choses, mais avant tout faire un petit point un petit peu de ce qui se passe sur ce qui se passe là-bas. Les Syriens sont en train de reconquérir le sud-ouest. C'est la province d'Héra, de Quneitra, donc jusqu'au Golan d'un côté, jusqu'à la frontière jordanienne de l'autre. Ils ont récupéré à peu près 60%, 70% du territoire. Beaucoup de ralliements, beaucoup de populations qui les attendent, beaucoup de miliciens qui se rallient, mais en plus veulent combattre avec l'armée syrienne. Donc, et puis beaucoup de gens les attendaient, contrairement à la propagande. Apparemment, il y a eu un accord. L'accord a été négocié par les Russes, au nom des Syriens. Il a été négocié auprès des Israéliens, auprès des Américains. Et ils l'ont finement joué, puisque les deux laissent faire. La seule chose, alors les Américains ont même envoyé, il me semble que c'était un tweet ou un message. Après, ils ont nié, ils n'ont pas voulu le reconnaître officiellement, mais on le sait tous, ils ont dit clairement à la SL et au FDS, on n'interviendra pas. N'attendez pas à ce qu'on intervienne. Sous-entendu, faites pas encore de fausses attaques chimiques. On n'interviendra pas. Démerdez-vous. Voilà. Donc encore une fois, les Américains ont abandonné des gens en race campagne. Je ne sais pas comment ont négocié les Russes. Avec les Israéliens, c'était simple. C'était tant qu'il n'y a pas d'obus ou de missiles qui dépassent la frontière, et surtout, pas d'Iraniens et pas de Hezbollah au sud de la Syrie. Et là, encore une fois, on a vu des mouvements d'Iraniens repartir au nord. Le Hezbollah s'est replié à la frontière libanaise, libano-syrienne sur les monts Kalamoun. Et donc, partant de là, voilà. Donc, on a vu se déployer aussi des pantsir à la frontière. Mais bon, les Syriens savent très bien que les Israéliens n'interviendront pas. Et ils sont en train de récupérer leur territoire. Il restera quoi? Il restera... Qu'est-ce qui restera? Il restera le nord, la province d'Idleb. Le nord, compris les Turcs. Apparemment, les Kurdes ne s'entendent pas entre eux. Les YPG veulent jouer les jusque-boutistes, mais ils ont dû un peu rabattre leur caquet et leurs prétentions. Vu qu'ils ont été lâchés par tout le monde, ils se remettent à discuter avec Bachar al-Assad. Donc je pense que ça va être des territoires qui vont revenir aux Syriens, puisque les Turcs, à un moment donné, vont les rendre, en exigeant juste que ce ne soient pas les Kurdes qui soient dessus, mais que ce soient les Syriens qui reprennent ces territoires. Donc là-dessus, voilà pourquoi il n'y a rien qui se passe au nord. À l'est, c'est simple. Les FDS, les Américains les ont laissé tomber une fois, ils ont déjà laissé tomber les Kurdes, ils ont laissé tomber tellement de monde, vont se retrouver face à qui? Face à la population locale. Et oui, il y a une population, la presse française n'en parle pas, il y a une population locale et des tribus. Et ces tribus-là se sont ralliées en masse au gouvernement de Bachar al-Assad, qui est de plus en plus légitime, parce que même ceux qui ne l'aiment pas le préfèrent. Voilà, donc quand on me dit qu'il est légitime, ça me fait rire. Venant de gouvernement, Jean Roland qui faisait 10% de satisfaits, c'est assez marrant. Et puis Bachar al-Assad est là, Hollande a dû dégager. Il n'a même pas eu le droit de se représenter. Peut-être qu'ils vont lui trouver un poste au cantonal. Donc ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Oui, donc voilà, donc les FDS à l'Est qui empêchent les Syriens de récupérer leur territoire, en plus comme de par hasard il y a du pétrole, et d'arriver à la frontière irakienne, vont se retrouver face à des tribus irakiennes, syriennes, parce que c'est les mêmes, la frontière les a coupés en deux, mais c'est les mêmes, ils sont tous cousins, qui eux vont leur casser les couilles. Pareil pour la poche au sud, à El Tanf, où se cache Daesh, et où sont les FDS. Si les Américains continuent à garder cette poche, il y aura une guérilla. Le nord c'est pareil, les Turcs s'ils veulent rester longtemps, la technique de Bachar al-Assad, c'est de laisser faire une guérilla, et une guérilla qui, au bout d'un moment, on a bien vu que les guérillas, à force de piquer, elles font partir le gros. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si ce n'est... Lafarge a été mis en examen pour collaboration avec Daesh par 2 juges français. Alors, c'est pas l'État français qui, d'un coup, s'est découvert un petit peu d'honnêteté. Il s'est dit, tiens, on va prévenir les juges vont saisir de l'affaire. Non, les 2 juges qui se sont autosaisis de l'affaire, je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, l'ont fait de manière fine parce que ça permet de contrôler la procédure. Et une fois qu'une décision de justice sera rendue, aucun autre pays, encore moins les Syriens, pourra juger Lafarge. Vous voyez, la feinte, elle est là. C'est que les types ils sont jugés par leurs potes, pour que personne d'autre les juge. Puis ça ira pas très loin.
La direction de Lafarge te dit, nous, on n'était pas au courant. Et ils ont fait bosser des centaines de personnes là-bas. Ils ont bossé avec Daesh. Je veux dire, on le savait, ça fait des années qu'on le sait, mais on nous traite de complotistes. Maintenant, c'est officiel. L'État français de l'époque, Fabius et compagnie, c'est encore pire, ils n'étaient pas au courant. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Cette ligne de défense, elle ne va pas tenir. Les entreprises françaises, on sait très bien qu'elles ont des relations étroites avec l'État, le Quai d'Orsay, les services de renseignement. Et quand elles sont dans des zones aussi sensibles, elles ne font pas un pas sans qu'il y ait la DGSE, sans qu'il y ait l'État français. D'autant plus qu'elles servent à faire rentrer des gens, voilà, des cadres, des gens qui arrivent. Hein, ça permet, c'est comme les ONG, ça sert à tout. La preuve, hein. La plupart des types qui étaient dans la DGSE, beaucoup sont allés pantoufler à Elf. Ou beaucoup de gens qui étaient à Elf sont venus à la DGSE. Vous voyez les liens étroits. Donc ils me disent pas que Lafarge n'était pas au courant et encore moins les services français. Bon, alors c'est-à-dire qu'on a des services français de merde qui savent pas ce qui se passe en Syrie alors qu'il y a des forces spéciales, qu'il y a le service action. Vous voyez, ça tient pas la route comme ligne de défense. Il suffit juste de réfléchir au truc pour dire mais il faut arrêter quoi. Encore une fois, indirectement, on s'aperçoit de la duplicité de l'État français, avec des barbares islamistes coupeurs de tête, manipulés par différents services de renseignement, de proxy en proxy, on remonte à quoi? À des services, hein, bon bref, on va pas les nommer à chaque fois. Et ouais. Donc là, en fait, en gros, les États occidentaux, pour faire tomber des pays arabes, des gens dans des pays arabes avec qui ils ont commercé. Moi, je rappelle que quand ils ont commencé à emmerder Bachar al-Assad en 2011, ils venaient de lui vendre un système de surveillance de la population. Personne ne l'a dit. Donc ils en ont rien à foutre de la population syrienne. Vous allez me dire, ouais, mais on sait tout ça. Ouais, mais il faut le répéter. Il y a des gens, ils croient que c'est un méchant dictateur et qu'on aide les Syriens. Alors qu'on a tué des Syriens, on a massacré leur pays. Donc des États occidentaux qui parlent de civilisation se sont servis d'islamistes pour jouer à des sales jeux dans des pays arabes et dans des pays du Moyen-Orient. Et tout ça au profit des Américains. Donc c'est les mêmes qui combattent l'islamisme en France et qui vont l'aider en Syrie. Bah oui, si, ils ont aidé des groupes clairement islamistes. Ça marche comment? Je comprends pas. Parce que là, c'est de la haute trahison ce qui s'est passé. Je veux dire, personne ne le dit encore, mais dans 20 ans, ils vont écrire des bouquins, ils vont dire qu'il y a eu haute trahison. Indirectement, ça a donné le Bataclan, ça a donné Nice, parce qu'ils ne contrôlent pas tout. Quoique, bon, pour moi, c'était des trucs très contrôlés, les deux que je viens de citer, mais enfin, tous les loups solitaires qui sont apparus après, tous les débiles profonds, l'autre, il t'a tué une danseuse, l'autre, il t'a tué un prêtre. Ah non, pour le prêtre, non, la DGSI était au courant, mais il y en avait un qui était en congé, et l'autre, je ne sais pas quoi, il jouait au solitaire sur l'ordinateur, j'ai oublié. Mais quand est-ce que les gens vont se réveiller et vont demander des comptes aux gouvernements successifs qui ont joué avec l'islamisme, qui a fait des morts en France, qui a fait des morts partout. Il y a eu des trucs, il y a eu des crimes contre l'humanité en Syrie. Voilà, ils sont tous complices. Et après, ils viennent te donner des leçons de morale et te parler de civilisation, ces gens. C'est les Américains avec des sunnites irakiens, des anciens officiers de Saddam qui ont créé Daesh, qui petit à petit est tombé dans les mains d'Ouzbeks, de Tchétchènes, de tout un tas de gens. Au-dessus, il y a des services de renseignement, il y a des financiers, on le sait. Ils ont joué avec ça en Syrie, ils ont joué avec ça en Libye. Et ils te montrent ça, c'est des combattants de la liberté, les mecs. Quand tu vois leur tronche, tu as tout de suite compris. Et c'est des types qui sont venus tuer ici. Voilà, haute trahison. Gouvernement de guignol, en plus, ça sert même pas le pays. Voilà. Non, mais il faut le dire, ça. Il faut qu'à un moment donné, le public se rende compte que on est allé loin en matière de tripatouillage de services de renseignement. Avant, ils utilisaient l'extrême droite dans certains pays, deux, trois tarés dans d'autres pays, c'était selon. Maintenant, c'est les islamistes, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est leur bras armé, c'est l'autre mâchoire de la pince qui te ramène vers eux. Après, il y a quoi? Les Turcs, Erdogan a été réélu. Alors, moi, j'aime pas Erdogan, mais quand j'entends dire qu'Erdogan, c'est un dictateur, j'ai envie de dire au gars, mais t'es un connard, t'es con, t'es stupide. Et s'il y a bien un truc qu'on peut pas dire d'Erdogan, c'est c'est pas un dictateur. La quasi-totalité de sa population l'aime bien. En quoi il est dictateur? Et c'est de la folie, ça. La Turquie, politique de louvoiement, hein, vu qu'ils se sont plantés à chaque fois. Maintenant, il est en train de louvoyer entre l'Est et l'Ouest. J'achète des S-400. En même temps, je mets à l'amende. Alors Erdogan, il est fort, hein, pour l'instant, parce qu'il met à l'amende les Américains. Il leur a dit, moi, je vais à Manbij. Il y est allé. Il leur a dit, moi, je veux des F-35. Il les aura. Moi, j'achète des S-400, je fais ce que je veux. Il les a. Les Américains ont besoin de lui. Et il met à l'amende l'Union européenne en leur disant, si vous ouvrez votre gueule, il y a 3 millions de Syriens qui arrivent.
parce que c'est moi qui les accueille pour l'instant et je trouve que vous payez pas assez. Et c'est vrai son pays accueille beaucoup de réfugiés. C'est marrant, les Saoudiens, ils n'en accueillent pas, les Américains n'en accueillent pas. C'est les Européens, la Turquie. Donc pour l'instant, il joue à ça, donc il emmerde les Grecs et tout. Mais tout ceci se payera, parce que le jour où il sera en faiblesse, tout le monde va lui tomber dessus. Les Russes ne sont pas ses amis. C'est impossible déjà stratégiquement, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'accès aux mers chaudes, de faire quelques business. Les Iraniens sont des rivaux naturels. L'Union européenne, la mauvaise, donc dès qu'ils pourront lui mettre un coup dans le dos, ils lui mettront un coup. Les Américains l'ont mauvaise, les Israéliens l'ont mauvaise, les Grecs l'ont mauvaise. À court terme, peut-être qu'on a l'impression qu'Erdogan, c'est un barbeau, mais en fait, à moyen terme, c'est un cave, quoi. C'est un gros cave. Et avec tout ce qu'il avait au départ, une population acquise, une économie saine, une aura dans le monde arabe, il a tout démoli, quoi. Le gars, s'avérait être un chef de chantier médiocre qui a essayé de détruire le pays voisin, qui occupe une partie de ce pays, qui a pillé ce pays par le biais de ses milices, qui a utilisé Daesh, qui a volé du pétrole, qui emmerde ses voisins, qui revendique des... Voilà, en plus avec le passé qu'a la Turquie, je sais pas, il faudrait au moins... je sais pas, moi je serais Erdogan, je me cacherais pendant 3-4 siècles. Vu le passif qu'il a à chaque fois, c'est toujours la même chanson. Il te massacre des populations pour une raison ou une autre. Hein, bon, on va pas rentrer dans les génocides, mais... parce que je vais encore recevoir 2000 postes. Non, c'est pas un génocide. Non, c'est vrai. C'était une surprise partie en 1915. D'ailleurs, il y a eu à plusieurs reprises, parce que c'était fin 19e, début 20e. Hein, il n'y en a pas eu qu'un. Hein. Ils n'étaient pas à leur coup d'essai. Voilà, puis la Turquie est incontournable pour l'OTAN, parce que il y a une grosse base d'écoute. C'est l'accès à la mer Noire, et on peut fermer justement l'accès aux mers du Sud aux Turcs, aux Russes. Voilà. Là, il y a le sommet Trump-Poutine. Trump attaque de plus en plus ses alliés et va de plus en plus vers ses anciens ennemis, Poutine, Kim Jong-un, etc., etc. Ça sent le sommet où on va dire paix et sécurité. Il y a la guerre 15 jours après. Ça pète en Syrie. Voilà. Je me posais aussi une question. Pourquoi les forces françaises et les militaires français qui, au Bataclan, n'ont pas voulu intervenir et même pas prêter leurs armes et leurs trousses de secours? Ce qui est hallucinant, quand même. Alors que les mecs se faisaient canarder. C'est un flic courageux, il y en a qu'un qui est rentré, c'est un commissaire avec son numéro 2, son chauffeur, qui sont rentrés, ils n'avaient rien du tout, et ils tombent butin terroriste, et après d'autres flics sont rentrés, les militaires sont pas allés. Par contre, eux, en Syrie, ils préfèrent affronter Daesh en milieu civil en Syrie. Enfin, affronter Daesh. Plutôt qu'au Bataclan. C'est marrant. Puissance occupante en Syrie, mais bon. Voilà, ça c'est les nouvelles, mais c'était pas de cela dont je voulais parler. Moi, je voulais surtout vous parler, au départ, je voulais émettre une hypothèse sur la duplicité russe, sur ces S-300 qu'ils ne veulent pas donner aux Syriens, sur la surprenante réussite aléatoire de la défense antiaérienne syrienne. Hein. Un jour, ça y chope tout, le lendemain, il chope plus rien. Mais si je parle de ça comme ça, tout de go, vous n'allez pas trop comprendre. Il me faut parler de défense antimissile. Si je parle de défense antimissile, il faut que je l'intègre il faut que je fasse un zoom arrière et que je l'intègre dans quelque chose de plus grand, la défense antiaérienne. Et petit à petit, je suis obligé de remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi cette vidéo, je pense, sera en 2 parties. Mais le sujet était dense et j'ai dû quand même couper, quoi. Je pourrais aussi parler des différentes sortes de missiles. Non, on va parler de défense antiaérienne. Cette vidéo, voilà, permettra de comprendre le cas syrien, les violations répétées de son espace aérien, l'ambiguïté russe sur les S-300 et sa réussite aléatoire, comme je viens de vous le dire. Ben, c'est simple, hein. Avec l'apparition de l'avion, on a l'apparition de la 3e dimension dans la guerre. Voilà. L'aviation arrive durant la Première Guerre mondiale. Au départ, c'était pour des reconnaissances. On allait voir ce que bricolait l'adversaire au-delà de la colline. Après, on s'est mis à bombarder. Après, on s'est très vite mis à s'affronter, hein. Richthofen d'un côté, Fonck, il y a un Français qui s'appelle Fonck, je crois que c'est Maurice Fonck, un as de l'aviation, Fonck, le roi de la Fonck, véridique. Non, sérieusement, hein. Allez voir, Fonck, de toute façon il y a plusieurs as français. Donc on a la 3D, on a l'apparition d'une dimension du haut, et ça veut dire quoi pour toutes les armées? C'est de la maîtriser, et donc se défendre aussi de ce qui arrive par en haut maintenant. Il n'y a pas que des obus qui arrivent, il n'y a pas que les obusiers qui t'envoient des trucs par en haut en cloche. Maintenant, tu peux te prendre des avions, te faire bombarder. Avant, c'était de la 2D, la guerre. Voilà, c'est l'histoire de l'épée et du bouclier. Voilà, l'épée étant l'aviation au départ. Le bouclier, c'est comment se défendre.
Et tout va tourner autour de ça. Jusqu'à aujourd'hui encore, hein, parce qu'on est en plein dedans, hein, on est en pleine révolution d'ailleurs en matière d'anti-aérien. Pour l'OTAN, la lutte anti-aérienne, c'est l'ensemble des mesures actives ou passives. Quand tu camoufles des batteries anti-aériennes, quand tu camoufles des bâtiments, c'est une mesure passive de lutte anti-aérienne. On ne les voit pas, on ne peut pas les bombarder, enfin à l'époque, plus maintenant. Donc c'est l'ensemble des mesures actives ou passives destinées à réduire l'efficacité des opérations aériennes hostiles. Première guerre mondiale, on avait des avions. Deuxième guerre mondiale, on avait des avions. Et à partir de là, on a eu des missiles qui peuvent arriver, des missiles d'abord balistiques, ensuite de croisière. Maintenant, on a des drones, on a une guerre spatiale, on a les canons laser qui peuvent arriver, on a la guerre électronique. Donc, les opérations aériennes hostiles sont de plus en plus diversifiées. On compte utiliser des essaims de drones. Ceci donc inclut tous les systèmes d'armes au sol ou dans les airs, associés au système de détection. Les systèmes d'armes, c'est le poste de tir, hein, avec les missiles et le centre de commandement. Et les systèmes de détection, c'est les radars d'abord et puis ensuite les satellites. Et aux moyens de commande et de contrôle. Donc on va revenir au début, 1915, en France, le 28-06, installation d'un centre d'instruction du tir contre aéronefs à Arnouville-les-Gonesse. La lutte anti-aérienne visait uniquement les avions à l'époque, hein, ce qu'on appelle des aéronefs à voilure fixe, par opposition aux voilures tournantes qui sont, il me semble que certains avions peut-être, il faudrait vérifier en tout cas les hélicoptères. Les hélicoptères et les autogires, vous vérifierez. La lutte anti-aérienne, le terme lutte anti-aérienne vient par contre de l'Angleterre avec la création au sein de la Royal Air Force en 1925 d'un système de défense aérienne de la Grande-Bretagne. Ce terme anti-aérien va demeurer jusque dans les années 70. Maintenant, on parle de défense antimissile. Alors, quelques exemples de mesures actives, c'est l'artillerie qui tire, hein, l'artillerie anti-aérienne, les canons de 40, la flak allemande, des canons de plus en plus puissants. Hein. C'est des avions de chasse et de l'interception. Ben oui, si tu veux pas qu'on t'attaque de là-haut, occupe là-haut. C'est ce qu'on appelle la suprématie aérienne. On verra que c'est la vision occidentale qui a prévalu pendant des décennies, ce qui fait que maintenant les Occidentaux ont du retard en matière de système antimissiles. Alors que les Russes ont préféré privilégier la défense, les systèmes antimissiles, à la suprématie aérienne. Ils n'avaient pas les moyens de faire autant de beaux avions et d'avions hyper poussés. Parce que, il faut savoir, il y a encore 20 ans, les Russes étaient en retard sur tout. Hein. On n'était même pas sûr qu'ils pouvaient balancer un missile de croisière d'un petit bateau ou d'un sous-marin. Leurs missiles n'étaient pas guidés, ou en tout cas pas comme maintenant. Ils ont rattrapé leur retard avec Poutine en technologie. Mais jusque-là, avant, ils avaient du russique facile à produire. Hein. Il faut vous rappeler de l'histoire du T-34. Hein. C'est une boîte de conserve, mais on pouvait en faire rapidement. Dès que tu en avais 10 qui tombaient, tu en avais 5 qui arrivaient. Alors que les Allemands ne pouvaient pas suivre, ils avaient des meilleurs chars. Des mesures passives, tu as le camouflage, tu as l'écran de fumée, tu as les ballons que tu mets au-dessus pour pas que les types arrivent en rase-motte. Alors c'était à l'époque, ils avaient des avions en bois, hein, et c'est pas qu'une expression, c'est une réalité. Les écrans de fumée, on utilisait des canons. Alors c'est la phase ascendante du canon qui comptait, parce que c'est un cloche, hein, ça décrit une parabole. La phase descendante, c'est pas genre l'obus, il va pas dépasser l'avion en hauteur et lui retomber dessus. On est d'accord. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, la flak allemande. Alors, la flak, c'est acronyme d'un nom imprononçable en français, enfin imprononçable tout court. C'est des canons lourds ou légers anti-aériens, hein, qui ont été très efficaces, mais à un moment donné, ils ont été dépassés parce que les avions se sont mis à monter de plus en plus haut, à aller de plus en plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Pendant la guerre du Golfe, Saddam Hussein a utilisé des canons anti-aériens. Pour vous dire que c'est encore récent, on peut encore les utiliser. Il y a des véhicules qui, d'ailleurs, le Pantsir utilise, le système Phalanx sur les bateaux utilise des projectiles. Il n'y a pas que des missiles pour lutter contre les missiles. On va le voir. La flak allemande, tu as la flak 30, flak 38, flak 43. Alors, c'est des canons d'1 tonne, 2 tonnes. Ils ont 5 km de portée. Ça, c'est pour les légers. Tu as le fameux MK103 38 Jabot Shrek de 30 mm. Pour les lourds, tu as le flak 88, 5 tonnes, 10 km de portée. Le flak 40, 128 mm. En France aussi, on savait faire de beaux canons, mais c'était pour l'artillerie plutôt. Les Allemands sont les maîtres en balistique. Et là, on est dans la balistique, même si c'est des canons. En France, on a su faire le canon de 75, le Griboval. C'était un must au début du XXe siècle. Mais bon, là, c'était pour tirer sol-sol. Tout va changer avec l'apparition déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale des missiles balistiques V1 et V2.
Du Messerschmitt, je crois, 209. Faudrait que je vérifie, ou 260, il me semble, à réaction, des avions à réaction qui peuvent monter beaucoup plus haut, qui vont beaucoup plus vite. Partant de là, les canons ne servent plus à rien. Ici, ils pourraient servir, comme maintenant ils pourraient servir, face à un avion qui attaque au sol, donc à basse altitude, qui arrive pour tirer sur des troupes, ou qui arrive pour les bombarder, ou leur lancer un missile. C'est les avions d'attaque au sol, c'est des avions qui volent bas, qui volent pas vite, et bon, enfin, pour les avoir, il faut quand même avoir de la chance, parce qu'au canon, tu vas leur tirer un ou deux obus, mais ils t'ont repéré, il va te lancer un missile court portée, t'existes plus. La défense antiaérienne va connaître l'une des évolutions les plus rapides de la technologie militaire, puisque ça répond aussi à l'évolution rapide des aéronefs, des missiles, de la guerre électronique, de l'informatique, de l'espace. La défense antiaérienne, elle est au confluent de tout un tas de disciplines qui ont évolué très vite. Donc elle a forcément évolué encore plus vite, parce qu'elle a dû en plus les synthétiser. On parle aujourd'hui de canon laser, même si on ne maîtrise pas encore, il n'y a pas assez de puissance, il y a une histoire de déperdition. Ça change, ça bouge vite. Traitement numérique, on verra que la guerre électronique aussi a pris le pas. Là où avant on lançait des obus, maintenant on préfère dérégler les radars du bas qui peuvent conduire le tir, ou alors dérégler des avions, ou faire abattre des drones, juste en les déréglant ou en coupant leur signal avec le satellite ou l'endroit avec lequel ils sont guidés, ou d'où ils sont guidés. Dans les années 50 arrive aussi le missile sur les avions. On a même enlevé des canons avant de les remettre, parce qu'on s'est aperçu qu'au Vietnam, les missiles n'accrochaient pas. La première génération de missiles RR, là on n'est plus dans l'anti-aérien, cette génération-là ne marchait pas. Enfin, on reste dans l'anti-aérien parce que air-sol, voilà, l'avion te balance un missile qui va vers le sol, ou une bombe, et il faut t'en prémunir. Ouais, donc tu vas utiliser un système d'interception, tu vas lancer un missile. Donc il y a un changement de paradigme, il y a un saut qualitatif, et apparaît la défense antimissile. On voit aussi les deux grands, puis très vite les trois grands, avoir des missiles intercontinentaux, des missiles balistiques intercontinentaux, des ICBM. C'est les seuls à en avoir, et c'est les seuls autorisés. Voilà pourquoi, lorsque les Corées se sont mis à bricoler le leur, ça a crié, ça a menacé, ça a sanctionné. C'est des missiles qui permettent à chacun d'entre eux de toucher l'autre. C'est des missiles de plus de 12 000 km de portée. D'ailleurs, j'ai envie de dire à mes amis platistes que le missile balistique fonctionne dans ses calculs, dans ses trajectoires, en raison de la rotondité de la Terre. Si la Terre était plate, ça ne marcherait pas. Et ça, c'est de la physique, c'est de la géométrie, crayon papier. Il décrit une parabole, mais s'il va aussi loin, parce qu'il est propulsé, il a une phase ascendante, il décrit une cloche, et comme la Terre est ronde, ça lui permet d'accroître, si tu veux, sa portée. Si la Terre était plate, la portée ne sait pas. Il décrirait une parabole, il remonterait ça, il descendrait 10, 20, 300 km plus loin, mais pas plus. Pas à 20 000 km. Il se sert de la rotondité de la Terre. On va voir que les missiles et les calculs qui sont maintenant, c'est des missiles guidés, mais à l'époque, c'était des trajectoires en cloche. Les calculs qui servent dans l'artillerie ou ailleurs démontrent la rotondité de la Terre. On en tient compte comme on tient compte de la force de Coriolis qui indique que la Terre tourne. Je veux dire, ça, c'est des choses qui sont expérimentées tous les jours. Voilà. Maintenant, pour celui qui me dit oui, mais non, mais ça, tu prends une feuille, un papier et voilà, et tu vois par toi-même que si des USA, tu peux toucher l'URSS en passant de l'autre côté, c'est-à-dire par l'Atlantique, avec des missiles intercontinentaux, c'est parce que aussi la Terre est ronde. Et voilà, donc le missile monte, redescend en cloche et va beaucoup plus loin en raison de cette rotondité. Elle aurait été plate, il irait beaucoup moins là. J'arrête là. Je commence à m'embrouiller, mais il fallait le préciser. Donc, les USA, l'URSS, la Chine, la France et Israël se mettent à développer des systèmes de défense. Il y a très peu de pays qui développent des systèmes, qui font des choses. Les autres, même s'ils sont armés, ils achètent, même s'ils bricolent derrière. Prenons l'exemple des missiles de croisière. Il y a déjà très peu de pays qui en ont en vrai. Ça coûte cher. Mais une fois que tu en as, c'est des missiles qui sont bridés à 300 km, alors que les grands, ceux qui les fabriquent, peuvent envoyer leurs missiles de croisière à 2000 km. La France utilise des Scalp EG, emploi général. Ces Scalp, que ce soit en aval ou sur Rafale, ça leur permet, avec une portée de 1000-1200 km, de tirer très loin de la zone dangereuse, et donc de ne pas subir le tir de riposte. C'est comme ça qu'ils ont fait quand ils ont bombardé la Syrie. Ils se mettent de loin, voilà, c'est tout, ils se mettent très très loin.
Alors que toi, avec ton missile de croisière 300 km, et puis bon, quand tu es la France, tu es entouré de pays amis. Déjà, pour te le tirer, le missile, il faut vraiment s'approcher, donc envahir un autre pays. Vous voyez, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la défense antimissile, il y a très peu de gens très peu de pays qui la maîtrisent et qui travaillent dessus. La France en fait partie, mais que chacun développe une défense antimissile adaptée à ses menaces propres. Les Américains ont par exemple besoin d'une défense antimissile qui subisse avec succès la saturation des missiles intercontinentaux russes par milliers. La France n'a pas de défense antimissile balistique. Enfin maintenant avec les Black Mamba, SAMPT, franco-italiens, je crois qu'ils peuvent détourner certains missiles balistiques, mais pas à n'importe quelle phase. Ce que les Américains, eux, peuvent faire avec le THAAD, avec le GBI, le Ground Middle, je ne sais plus quoi système. Je vais vous en parler. Donc, ces 5 pays que je viens de vous citer, eux, sont mis à travailler sur la conception de systèmes antimissiles. Mais les efforts sont à géométrie variable, puisqu'on a plusieurs visions, si vous voulez, de la 3D. Il y a le concept occidental de suprématie aérienne, qui correspond bizarrement à la politique américaine qui se déplace. Donc c'est très simple, on arrive quelque part, on domine les airs. Donc pour ça, il faut d'abord détruire tout ce qui est anti-aérien ennemi. Pour ça, il faut l'avoir repéré avant, il faut avoir utilisé des avions furtifs, des drones. Au moment où les radars se manifestent à des avions qui les interceptent, il y a une guerre électronique qui se fait avec d'autres avions. C'est pour ça qu'on a plein de types d'avions sur zone. Qu'une fois qu'on a détruit leur batterie anti-aérienne, on prend possession du ciel. Les quelques avions qui restent là-haut, on les dégomme, on domine le ciel. Voilà. Pour la Libye, les Américains ont lancé une centaine de Tomahawk pour détruire des batteries antiaériennes et leurs radars qu'ils avaient repérés avant grâce à leurs avions espions, leurs avions furtifs, grâce peut-être même à des renseignements venus du sol. Donc la version occidentale, c'est pas besoin véritablement de protéger puisque c'est nous qui allons vers l'autre. On va dominer le ciel. Ça a marché. Puisque, quoi qu'on en dise, l'aviation occidentale militaire est la plus performante, la plus évoluée. Je veux dire, le F-22, surtout américain, mais bon, même le Rafale français. Voilà. Qui suit de l'autre côté? Les Russes, et encore. Parce que les gens qui viennent me dire le Su-35, je te conseille d'aller un petit peu voir dans les forums d'aviation, de travailler le sujet pendant des heures comme je l'ai fait. Je peux te dire que ton Su-35, déjà, il est un peu dépassé dans les combats actuels, puisque ce sont les avions russes qui sont très maniables pour les combats en dogfight, les combats de près. Et là, encore une fois, la vision occidentale, c'est tirer de très loin et être hors de portée. Voilà pourquoi on a créé des avions furtifs. Ils te lancent le truc, il s'est barré, tu peux pas riposter. Voilà pourquoi on a plus travaillé les missiles. Et la longe des missiles. La longe des radars, comme le fameux AESA. Et voilà pourquoi aussi on a pas mal bossé sur la guerre électronique. Maintenant, les Russes sont très bons en guerre électronique. Le concept russe, c'est ce qu'on appelle le concept de défense du territoire, c'est-à-dire développer des systèmes antimissiles, un bouclier qui empêche toute intrusion dans la 3D et donc qui fait en sorte que l'adversaire ne puisse pas dominer la 3D. Et partant de là, qui domine la 3D gagne la guerre. Alors si tu le neutralises là, tu l'emmènes au sol, tu as une profondeur stratégique. Ça correspond à la mentalité russe. Les Russes ne sont plus une puissance impérialiste depuis la fin du 19e. Ils n'avancent plus. Après, il y a eu le cas communiste, effectivement. Il y a l'histoire de la Crimée, mais bon, les Russes passent pas leur temps à aller agresser d'autres pays. Avec 17 millions de kilomètres carrés, ça va, je veux dire. Ils n'ont pas besoin d'eux. Et le concept israélien qui est mixte, c'est-à-dire une très très forte aviation, c'est ce qui fait la différence avec les pays autour, c'est l'aviation, surtout à l'heure actuelle, et une défense antimissile qui là s'est développée en multicouches, 3 couches, fronde de David, Arrow et Dôme de fer. Et puis Patriot. Donc 4 types de systèmes pour combiner toutes les menaces toutes les phases d'interception, tout ce qui est possible de neutraliser, à savoir des obus, des drones, des roquettes, courte portée, des missiles de croisière ou des missiles balistiques de moyenne portée et des missiles à très haute portée. Sachant qu'en plus, ils bénéficieront de l'aide américaine, satellites et autres, voire même des THAAD, qui est un système de défense de territoire, mais s'il est installé près de l'adversaire, peut être aussi... peut être la première couche d'un système de défense de territoire, mais peut être aussi un système de défense de théâtre d'opération. Si jamais on te balance
un missile balistique sur l'endroit où est ta base. Voilà. Ils auraient bien eu besoin du THAAD, les Américains, lorsque à Daran est tombé un Scud qui a fait 200 morts, dans le cas américain, pour une fois qu'un Scud était précis. Donc les Israéliens développent ça, donc rien ne passe et on maîtrise les airs et on va même occuper les airs des copains, enfin des copains. On peut même aller bombarder jusqu'à des Razors. Donc les Russes ont développé une famille de systèmes antimissiles, hein. Ça a démarré je crois avec le S-50, hein, ou en tout cas le plus connu c'est le S-65 Divina, ça a toujours été des réussites dans toutes les guerres. Hein, ils ont toujours eu un temps d'avance. Le S-75 Divina a permis, pendant la guerre du Kippour, 2 tiers des pertes en avions israéliens étaient dues au système antimissile et non pas aux pilotes égyptiens, qui n'étaient pas super forts. Et les avions israéliens, à un moment donné, n'intervenaient plus dans certaines zones pour détruire les chars, les colonnes blindées égyptiennes, parce qu'il y avait ces systèmes-là. Ils perdaient 2 avions sur 3. Après, bizarrement, les Égyptiens ont fait avancer leurs chars plus en profondeur dans le Sinaï et n'ont pas fait avancer ces systèmes. Donc là, par contre, l'aviation israélienne s'en est donnée à cœur joie. Et le général qui a fait ça, il est un peu con, mais bon, bref. Ou un peu traître, peut-être, je sais pas. Défense antimissile commence à se développer donc après-guerre. Et là, on remarque contre l'aérien, on va utiliser... En fait, contre l'épée, on va utiliser l'épée, puisque l'aérien, c'est quoi? C'est un avion qui te lance un missile, c'est un missile balistique, c'est un missile de croisière, c'est un drone qui te lance un missile, c'est pas le drone qui arrive qui te met un coup de tête, c'est pas l'avion qui arrive qui te met une balayette. Donc c'est toujours un missile qui va t'arriver sur la gueule, de haut en bas. On est d'accord? Là, on va utiliser un missile pour contrer un missile. Marrant, hein, c'est l'épée contre l'épée maintenant. Prends des notes, ça c'est de moi, c'est ma réflexion personnelle. Non, mais c'est vrai en plus. Est-ce que je vous fais l'historique? Oui, c'est intéressant. Donc dans les années 50, on a vu apparaître en 47 le premier missile antiaérien américain. Ils ont eu une bonne avance quand même. Le Nike Ajax, pour lutter contre les bombardiers russes, nucléaires ou autres. Il sera opérationnel en 54. Au départ, on a développé une défense antimissile pour lutter contre les bombardiers nucléaires stratégiques, c'est-à-dire qui partaient de très très loin, hein, de Russie, qui allaient jusqu'aux USA, et les missiles intercontinentaux. Il n'y avait pas de missiles de croisière, et les Américains, par exemple, n'avaient pas peur que des avions russes arrivent. Et il aurait fallu qu'ils passent par l'Alaska. Enfin bref, il y avait tellement d'espace. Donc l'inquiétude, elle était là, les bombardiers stratégiques. Et il faut savoir que les Américains, les Russes avaient en permanence, pendant des décennies, 2 bombardiers nucléaires stratégiques, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rester là-haut très longtemps, qui pouvaient faire 10-12 000 km. C'est un peu comme le Tupolev Blackjack qu'ont les Russes, hein, magnifique, en permanence. S'il y avait quoi que ce soit, poum, ils allaient bombarder. Deuxième missile, le Nike Zeus, missile antimissile américain. Mais les Américains n'arrivent pas à développer quelque chose qui puisse les protéger d'une attaque d'ICBM massive. On a vu, donc attendez, moi je vais... Est-ce que je vous la fais? Oui, si, mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc on a vu se développer les missiles, leur système de guidage, leur portée. On a vu se développer l'électronique en général. On a vu se développer le numérique. On a vu se développer les radars. On a vu se développer les satellites, apparaître et se développer les satellites. La guerre électronique est devenue un volet indissociable de la défense antimissile, donc de la lutte antiaérienne. Pour tirer un missile, il faut un radar de tir. Et puis pour repérer la cible, il faut un radar d'acquisition et de poursuite de la cible pour évaluer sa trajectoire. Puis il faut un calculateur. Vous voyez, c'est ça l'électronique, le numérique, il faut des logiciels. Il faut repérer le truc. Et il faut mener le tir. Guerre électronique, qu'est-ce que tu fais? Tu flashes par exemple le système, c'est ce que font les Israéliens, ils flashent les systèmes, les vieux systèmes syriens, ils les flashent. Ou alors ils passent dans des zones d'ombre, mais maintenant c'est de plus en plus difficile, des zones où les radars ne repèrent rien. Donc soit ils flashent, soit ils utilisent leur F-35 furtif, soit ils brouillent. T'as une grosse tache blanche à l'écran. Donc, pas de radar, pas de tir, pas de bras, pas de chocolat. Et la guerre électronique a pas mal servi.
Par exemple, aux Israéliens, les pays arabes étaient blindés de batteries antimissiles et tout, mais bon, voilà, et elle te sert à rien puisque tu as été brouillé électroniquement, tu as du retard, tu n'as pas assez bons électroniciens, tes recherches, tu n'en as pas, tu t'as fait qu'acheter du matériel, alors qu'eux, ils font des recherches, et si tu t'y mets maintenant, il te faut 50 ans pour rattraper le retard. Et ça donne qu'ils te dominent et ils rentrent et ils font ce qu'ils veulent. Ben voilà, c'est ça. Ça démarre de quoi? De l'école. De l'école d'une population éduquée et civilisée. Si t'as pas ça, ton pays tient pas. Vous voyez, comme quoi, voilà. Si tu as des scientifiques, tu fais des recherches, tu trouves des trucs, tu es en avance. Voilà, c'est ce que font beaucoup de pays. L'Iran le fait, hein, il y a beaucoup de mathématiciens. Hein. Euh, L'une des... Bon, elle est morte, là, paix à son âme, mais une mathématicienne franco-iranienne là, qui a eu la médaille Fields il y a quelques années, Myriam quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de... Puis quand on regarde les Olympiades de mathématiques et autres, il y a beaucoup de persans. Les mathématiques, pourquoi j'en parle? C'est parce que ça sert en électronique. Voilà, il y a des lois physiques. Il y a des choses que tu auras beau m'inventer des trucs, la Terre est plate, les mecs arrivent des Pléiades, tout ça. Là, on est dans le réel. Là. Et là, tu le vérifies tous les jours. C'est de l'électronique, c'est de l'ondulatoire, puisque de l'électromagnétisme, etc., etc. Bon, on va parler donc de ces fameux missiles surface air. Hein. Ils partent du bas et tapent là-haut. Donc la version russe, je vous en parle pas. Oui, la famille des S, S75, S125, S200, S300, S400, S500, S600, Fiat Punto, Peugeot 308, Peugeot 1008, non j'arrête. Et on voit aussi la défense antimissile devenir de plus en plus indépendante dans pas mal de forces armées. Alors jusque-là, elle était sous la tutelle très souvent des forces aériennes. On a des commandements. Les USA sont allés plus loin. Ils ont un commandement indépendant pour l'espace. Commande stratégique space, je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est aussi un signe, c'est-à-dire qu'elle prend de plus en plus d'importance. Tu as je vous laisse faire les recherches, mais dans pas mal d'armées, tu as je crois qu'en Iran, ils ont ça. L'anti-aérien, c'est un corps à part, c'est une arme à part. En plus de l'aviation, de la marine, de l'armée de terre, des gardiens de la Révolution. On va voir aussi que la vision suprématie aérienne ou défense du territoire par le biais d'un bouclier ou plutôt de plusieurs épées qui servent de bouclier, ces deux visions vont s'interpénétrer de plus en plus. On va le voir avec l'OTAN en ce moment. En 83, Reagan lance l'IDS. Il veut développer un bouclier spatial qui rend obsolète toutes les armes nucléaires, tous les missiles intercontinentaux, puisque de l'espace, on verrait le missile partir et très vite, coup de laser, le missile, il n'y en a plus. Ça a affolé les Russes, ils ont essayé de suivre. Les Américains ont pas mal bluffé parce qu'ils étaient loin d'être au point, ils sont encore loin d'être au point. Il y a différents programmes là on peut les regrouper de manière intellectuelle et dire que c'est le prolongement de l'IDS. Ils sont encore loin d'être au point. En tout cas, les Russes, c'est ce qui a fait s'effondrer l'URSS, qui a donné la Russie, qui est sortie de la transition avec Poutine là. Il y a eu rupture d'équilibre à ce moment-là, oui, entre le bouclier et l'épée, puisque l'épée était plus forte que le bouclier. Dans la mesure où l'épée pouvait neutraliser le bouclier avant de frapper sur le territoire. L'IDS voulait se protéger de la saturation des missiles intercontinentaux. Voilà. On va voir que ça revient dans les années 2000, hein, sous la forme d'autres programmes, et puis les projets THAAD, le GBI, le missile qu'on va détailler dans pas longtemps. Tout ça, c'est l'IDS. C'est l'IDS, mais avec 40 ans de technologie, enfin avec 30 ans de technologie en plus. 20 ans plutôt, pardon. Mais bon, l'informatique, qui a évolué, qui a fait un bond spectaculaire, hein, dans les années 80, on était à la préhistoire, hein, en matière d'informatique. Hein. Dans les années 90, il y a une détente qui s'opère. Il se faisait des bisous, Gorbatchev, Perestroïka, tout ça. Puis ensuite, l'alcoolo, Eltsine, là, il l'adorait, Eltsine. Hein. Le gars, il le saoulait et il lui faisait les poches. C'était honteux, on voyait ça, tout le monde voyait que le gars, il tenait plus rien et que les autres étaient tout contents de dépecer la Russie par le biais d'oligarques marrons qui, heureusement, se sont retrouvés en prison. Par contre, il y a des menaces naissantes, les pays du Moyen-Orient, l'Irak qui veut faire son énorme canon, qui veut développer des missiles, enfin, qui en développe déjà, qui bricole avec ses vieux Scud B, c'est les Iraniens, la Corée, la Chine qui avance, les missiles de croisière qui sont utilisés pour la première fois pendant la guerre du Golfe, il me semble. Hein.
par les Américains, l'utilisation du GPS, mais bon, ça, à la limite, je ne devrais pas le citer. Donc les USA se sont mis à développer le Patriot MIM. Alors on a le système Patriot et le missile, hein, ils ont le même nom, hein, c'est le MIM 104 je crois, le missile, et le Patriot, c'est le Patriot PAC-3, c'est le système de tir, voilà, qui tire des missiles. C'est un système qui a été utilisé en 91. À l'époque, on nous avait raconté un tas de conneries, et très vite on s'est aperçu que en fait, les taux de réussite avaient été gonflés. À l'heure où je vous parle, même le PAC-3, la dernière évolution, suscite un questionnement, notamment sur ce qu'on a vu en Arabie Saoudite, où le missile Patriot, au lieu de détruire le vieux missile Scud envoyé par les mecs là, qui font la guerre en sandalettes, là, les Houthis, mais qui tiennent bien, bon bah, au lieu de te le détruire en vol, ils te le découpaient en plusieurs morceaux, des morceaux de 200-300 kilos qui tombent dans des quartiers résidentiels. Il faut savoir aussi que les patriotes, donc on a gonflé les chiffres, il suffisait qu'ils croisent la trajectoire d'un missile pour que ça compte comme une interception. Vous voyez un petit peu le degré de vis? Mais ils arrivent quand même, les Américains, même avec de la merde, comme le F-104, comme avion, comme le F-35, comme le Patriot, ils arrivent à vendre. Même les Israéliens l'auront acheté. Voilà. Donc la défense antimissile suppose une maîtrise technologique, mais dans le temps, ils n'y sont pas encore arrivés. Bush père, 92, relance l'IDS, mais il appelle ça le programme GPA-LS, réduisant la défense du territoire. Alors là, c'est intéressant, parce que jusque-là, les Américains, voilà, défendaient leur territoire, avaient une défense antimissile et une lutte antiaérienne pour la défense de leur territoire, et visaient la suprématie aérienne plutôt que la défense de théâtre lorsqu'ils étaient hors de leur territoire. Avec Bush, on regarde historiquement, les Américains se sont remis à intervenir partout. Il y a eu l'Irak, il y a eu la Somalie, il y a eu l'Irak une deuxième fois, il y a la Syrie, enfin je veux dire le nombre de guerres où ils sont intervenus, le nombre d'endroits où ils sont intervenus directement ou pas. Et comme de par hasard, ça correspond au changement de vision sur la défense antimissile qui indique qu'il va privilégier une défense mobile, une défense de territoire. Donc finalement, toutes ces interventions, on a encore une preuve, c'était programmé, ils avaient un plan, il arrive, il change l'armée, il la prépare à faire des trucs, et puis bizarrement, il se met à faire ces trucs quelques années après. C'est comme si ça avait été prévu, quoi. Donc c'est une défense de théâtre. Alors, défense de territoire, je protège la France, défense de théâtre, je protège les forces françaises ailleurs. Mais sachant qu'une défense de théâtre, comme je vous l'ai dit, peut aussi constituer la première couche d'une défense de territoire. Imagine par exemple que tu as des forces et que tu as un système antimissile, je ne sais pas, Crotal ou Roland ou je sais où, tu es à la frontière avec la Russie, les types balancent un missile nucléaire qui va en France, toi tu arrives à l'abattre. Tu es une défense de théâtre, mais tu as servi de défense de territoire. Toi, il y en a à comprendre moi, tant mieux. Voilà, on a la preuve avec Bush père et avec ses programmes de la volonté hégémonique américaine qui se prépare à et qui interviendra par la suite. On le verra en Bosnie, en Serbie, Kosovo, partout. Cheb Mami, ça rime, ça rit. Entre 800 et 1000 implantations, bases et autres, américaines dans le monde. L'Empire, ils sont partout. Et c'est voulu, ça coûte la peau du cul. Tu as certaines implantations comme Bagram, c'est 1 milliard par jour. 1 milliard de dollars par jour. Ça fait des années. 1 milliard de dollars par jour. Pourquoi ils les installent? Ils maillent le territoire. Partout, ils sont partout, comme ça ils peuvent intervenir plus vite. Alors vous allez me dire, ouais, mais des fois ils sont 50. Ouais, mais les 50, ils préparent le terrain pour les autres. Ils préparent le casernement, ils préparent l'hébergement, ils préparent tout ça. C'est comme en manœuvre. Il y a toujours une équipe qui part au début pour préparer les tentes, pour préparer la base, que les types qui arrivent puissent dormir s'ils arrivent de nuit ou autre, quoi. On leur prépare. Et ensuite, eux s'installeront et commenceront à se poser. C'est ça. Là, ils installent une brigade par-ci, une brigade par-là, une division par-ci, en Estonie, en Lituanie, chez Cheb Mami. Pourquoi? Elles préparent le terrain. Elles tiennent quoi? Elles vont tenir quelques heures le temps qu'on amène d'autres troupes qui sont derrière. Ça sert à ça. Donc il y a eu plusieurs programmes patriotes. Le PAC-3 en ce moment, Patriot MIM, c'est le missile. Voilà, il est opérationnel depuis 2003. Le THAAD, missile à énergie cinétique qui peut couvrir des menaces à des altitudes plus élevées. Alors le Patriot chope des missiles de croisière, essentiellement. Des drones, ça coûte cher, vu le prix du missile. Le THAAD, je vais en parler.
je l'évoque là. Le THAAD, lui, c'est pour les missiles balistiques à très très haute altitude. Et le GBI, GMBD, il me semble, je le repréciserai, c'est pour choper des missiles balistiques intercontinentaux au plus haut, c'est-à-dire au moment où il décrit la parabole. Mais on va voir que c'est encore plus compliqué que ça, parce que maintenant les missiles balistiques sont semi-guidés. Les Russes ont par exemple un missile qui s'appelle l'Iskander, qui est l'un des meilleurs missiles balistiques de moyenne portée, il me semble. Il est semi-guidé, il a une trajectoire en cloche, en parabole, je veux dire, mais il peut. Et puis tu as l'apparition des missiles hypersoniques aussi, c'est aussi une nouvelle menace. Alors les missiles hypersoniques, c'est des missiles qui ont des trajectoires semi-balistiques, semi-de croisière, et qui vont à des vitesses très élevées, Mach 7, Mach 8, et qui peuvent donc suivre des trajectoires complètement bizarroïdes. Ce ne sont pas des trajectoires linéaires classiques d'un missile. Donc l'ordinateur doit sans cesse recalculer la trajectoire, mais la vitesse fait qu'il n'y a aucun missile, anti-missile, enfin anti-aéronef qui puisse l'atteindre. Vous voyez, cette menace-là, je ne l'avais pas précisé. Donc, dans les années 90, apparaît le Ganri, le pakistanais, le Shahab 3 iranien, les Coréens essayent le Taopodong, il y a des essais nucléaires en Inde, au Pakistan. Voilà pourquoi aussi les Américains changent de doctrine. En 99, le National Missile Defense Act, une loi importante. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'elle est importante. Non, je rigole. Dans les années 2000, il y a l'essor de la défense antimissile. C'est là où les visions se rejoignent, puisque les Américains décident de défendre leur territoire beaucoup mieux avec le THAAD, le GBI, le PAC-3, et les Russes, eux, se mettent à faire de très beaux avions de 4e génération, de 5e génération. MiG-29, Sukhoi 35, Sukhoi 30, Sukhoi 34 aussi, hein, mais c'est un avion d'attaque au sol. Qu'est-ce qu'il y a encore de MiG-31, il est un peu plus vieux. L'Iran, la Corée et d'autres pays travaillent sur la balistique et font d'énormes progrès. La Corée a même un missile intercontinental et elle a développé l'arme nucléaire. D'ailleurs, on y est encore. Hein, parce qu'ils ont beau se faire des bisous là, on ne sait pas si les Coréens vont démanteler ou pas et tout peut changer. Hein. Il est tellement versatile, le nounours. Donc, les Américains ont décidé, plutôt que de bosser sur des systèmes courte ou moyenne portée et qui visent des missiles de croisière, même s'ils continuent avec le Patriot à explorer cette piste, les Américains ont décidé de développer le système GBI, le THAAD et l'Aegis. L'Aegis, c'est un système antiaérien monté sur des bateaux qu'on peut même maintenant placer sur Terre. L'Aegis onshore, il me semble que ça s'appelle. Il peut tirer. Alors l'Aegis, c'est le système, hein, c'est le fameux AED, le bouclier qu'on avait vu lorsque j'avais fait la vidéo sur The Economist 2018, l'un des pictogrammes. C'était Athéna avec le bouclier Aegis. À moins que ce soit Apollon. Bref, l'Aegis, c'est le système antiaérien posé sur les bateaux et les frégates de type Ronda, enfin de différents types, Harley Buck et compagnie. Et il est aussi anti-navire. Donc tous les missiles qu'on lui envoie, il peut les contrer. Il les détecte, il les contre. Voilà. Donc, interpénétration des visions, les notions de défense du territoire et de défense de théâtre aussi s'interpénètrent. On défend le pays avec du fixe, on défend sur le terrain avec du mobile. Ça donne des véhicules antiaériens, les Russes en ont beaucoup. Hein, mais le système Thor, le Pantsir sont montés sur véhicules. Mais le Thor ou le Buk. Enfin, vous avez beaucoup de véhicules antiaériens, il suffit juste d'aller, ne serait-ce que sur Google, vous verrez. Les véhicules russes qui sont là dans la lutte antiaérienne. En France aussi, on en a développé le Roland, par exemple, hein, le missile Roland. Le Crotal, pour les bateaux. Moi, j'ai eu la chance de voir des essais Crotal à Biscarrosse. J'étais sur la falaise, on les voyait faire. Bon, nous, on tirait au canon de 40 sur des cibles. On faisait de l'antiaérien, vous voyez. Donc tous ces systèmes, ces visions s'interpénètrent. Certains se sont mis à faire des avions, d'autres font de la défense antimissile. On veut défendre le pays, mais on veut aussi s'exporter, et vice-versa. Tout ceci fait que les pays essayent maintenant plutôt d'avoir ce qu'on appelle une défense multicouche, c'est-à-dire différents types de systèmes antiaériens. Ça peut être un THAAD à côté d'un Patriot, qui sont corrélés. Voilà. Tu as le système qui tire. Et tu as des systèmes de nature différente. Une défense multicouche, c'est des systèmes déjà que tu mets en cellule. Leurs radars sont couplés. Donc la zone
qu'ils tiennent est beaucoup plus grande. Si je prends, si je mets tous les 10 km ou tous les 50 km, voilà, sinon, si je mets tous les 100 km un S300 et que je les couple tous, je maille tout le territoire. L'avion qui passe, tout est interconnecté. Mais à côté de ça, pour, par exemple, les zones mortes, les zones à basse altitude, puisque le S300 visera surtout certaines fréquences et aura des trous radar en dessous. Problème de l'horizon, encore une fois, rotondité de la Terre fait que ces radars-là, voilà, si la Terre était plate, il n'y aurait pas ces trous radars. Ben, ces trous radars-là, on maille en mettant des petits systèmes court portée. Le Pantsir pour défendre certains endroits, le Buk, des véhicules mobiles, des systèmes fixes. Et là, encore une fois, tu peux les relier aux autres systèmes. Alors, c'est pas la même nature. Si tu mets des Buk, si tu mets des Pantsir, voilà. En France, tu mets des Black Mamba, c'est une cellule, donc tu as un centre de commandement avec le numérique, c'est de là où tout se fait, les calculs. Tu as le radar, ou les différents radars, hein, de différentes natures. Tu as le système de tir à côté, voilà. Tu as un système autonome, une batterie, ce qu'on appelait avant une batterie. Tu peux en coupler plusieurs. La France protège, par exemple, avec ça, elle protège surtout ses bases antiaériennes, puisque de toute manière, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de ce qui se fait, vu la position de la France, le temps qu'il y ait une guerre, qu'il y ait des problèmes, qu'il faille se préparer, que des missiles arrivent, il y a déjà la protection OTAN, il y a la protection des SMPT, et il y a d'autres protections. Voilà, donc il y a de quoi voir venir. Ça sert à rien de faire un THAAD français, je veux dire, ça coûte de l'argent, alors que tu vas être protégé par l'OTAN. Alors, ce que j'appelle, moi, le GBI, donc voilà, donc les Russes développent le S-400, le S-500, le S-600. Les Américains, je vous ai dit, le Patriot, le THAAD. Le GBI, en fait, le GBI, c'est le missile du système qui s'appelle Ground GBMD, Ground Middle Course. C'est un système qui utilise le GBI, qui est le missile, qui est le nom du missile. Donc ce système, c'est simple, hein, tu as des capteurs, des satellites, des radars, d'autres systèmes, qui repèrent les missiles intercontinentaux et qui peuvent les toucher à la plus haute altitude, c'est-à-dire à mi-course, en haut de la parabole, à très haute altitude. Sachant qu'il y a d'autres systèmes comme le THAAD, comme l'Aegis, qui peuvent attaquer ce missile dans d'autres phases. Mais le problème avec le missile balistique, c'est que lorsqu'il est en phase descendante, il va beaucoup plus vite et il est très dur à intercepter. Il est en phase de retomber. Et là, c'est très compliqué. Surtout que c'est à ce moment-là qu'il peut lâcher toutes les charges nucléaires, puisque chaque missile peut emporter plusieurs charges nucléaires. Donc, il vaut mieux l'intercepter soit très vite au début, quand il monte, la phase endo-atmosphérique, je crois, soit à mi-course. Au-delà, c'est chaud. Voilà pourquoi il y a plusieurs systèmes. Voilà, système Donc, comment ça marche? Il y a 44 intercepteurs dans 15 zones, avec des récepteurs en mer, en terre, par satellite, dans l'espace. Les zones sont en Alaska et en Californie, Fort Greely et Vandenberg. On voit en fonction de la situation d'installation, que c'est clairement pour lutter contre les missiles intercontinentaux chinois et russes qui viendraient par le Pacifique. Là, c'est l'Alaska, le Canada, sachant que chacun couvre, voilà, ils ont couvert toute la zone. Je crois même qu'ils veulent installer une troisième zone d'interception avec plein d'intercepteurs sur la façade est. Mais les deux suffisent. Tu as un véhicule tireur, tu as le booster, c'est le GBI. Tu as un véhicule, tu as le booster, c'est le GBI. Tu as le centre de commandement, tu as le radar. Voilà. Le truc, il est simple. Il arrive, il percute le missile. Il n'explose pas. C'est comme pour le THAAD. C'est l'énergie cinétique qui percute le missile et qui le détruit. Là, on parle de missiles. Les missiles intercontinentaux, c'est 15 mètres, 20 mètres, c'est 20 tonnes, 30 tonnes. Hein. Là, on parle de choses qui sont aussi grandes qu'un bâtiment. Hein. Attention. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je vous ai parlé de la France qui utilise des missiles Aster 15, Aster 30, qui a le système Black Mamba, qui n'a pas d'équivalent du THAAD, mais le système SAMPT. Donc le Mamba, c'est le système, et on fait allusion au serpent qui frappe. Chaque batterie est appelée Mamba, il y en a 12. Peut, je crois, ou pourra bientôt avoir une capacité anti-balistique. Ça ne veut pas dire missiles intercontinentaux, mais ça veut dire en tout cas missiles moyennes et court portée, balistiques. C'est le seul système européen qui peut le faire. C'est un système qui a l'air fiable, en tout cas bien plus fiable que le Patriot. Il a un petit frère ou une petite sœur, en tout cas sur bateau,
C'est l'Aster 15N, le missile. Et ce système s'appelle le SAM, système naval. Les Russes, je l'ai dit, je me répète, je m'en excuse, S-400. Les Chinois, curieusement, sont à la traîne, ils achètent des S-400. C'est marrant, hein, mais ils ont toujours été à la traîne des deux grands, mais là, ils sont dépassés. Vous voyez, en France, on se dénigre, mais encore une fois, sur un système aussi pointu que la défense antimissile, il y a un système franco-italien qui est là, qui peut se vendre, qui est meilleur que le Patriote. Il y a très peu de pays. Les Anglais, ils y sont pas. Les Allemands non plus. Il y a très peu de pays. Je cite ces pays parce que c'est des pays où il y a de l'intelligence, où il y a de la technologie. Hein. Je n'ai pas cité le Zimbabwe ou le Biafra. Mais vous voyez, ces pays n'y sont pas. C'est pareil pour la capacité nucléaire. C'est pareil pour certains domaines très pointus. Pour les Israéliens, donc, multicouches, tu as les Arrow qui utilisent des radars EDS antibalistique, système Arrow 3, interception de missiles à longue portée, donc l'antibalistique qui vient de très loin. Tu as le système d'homme de fer, non, fronde de David. Alors là, c'est plus pour les missiles de croisière et les missiles de type irano-hezbollien, sérieusement, comme les Fateh 110, les Scud B, les roquettes Kaibar. Donc c'est à mi-cheval, à mi-chemin entre le croisière et le balistique, hein, parce qu'un Scud B, par exemple, c'est balistique. Et c'est pour lutter contre les missiles donc, de portée intermédiaire, la fronde. Donc c'est la deuxième couche. La troisième couche, c'est le dôme de fer. Alors là, c'est pour, à très courte portée, c'est contre les obus et les roquettes. Là, c'est pointu quand même. Sachant que le système distingue les roquettes et les obus pertinents à intercepter de ceux qui vont dans une zone désertique. Ça, c'est la troisième couche. Et il y a ce qu'on appelle une défense de théâtre, donc les patriotes qu'on met sur certains points précis. À côté d'une usine, à côté d'une base. Vous voyez, donc plusieurs couches concentriques, un système interconnecté, donc dès que l'un chope la menace, le radar de l'autre peut le récupérer, et ainsi de suite. Voilà, donc défense antimissile, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs, là, parce que je vous ai déjà... C'est dense, hein. J'ai pas voulu parler des missiles, par exemple des missiles antimissiles court portée comme le Roland ou le Crotal, 15 km de portée, guidage radar. J'ai pas voulu parler de guidage infrarouge, guidage radar, guidage inertiel, guidage GPS. Je vous laisse aller le voir. Les missiles de moyenne portée comme le Hawk, comme le SA-6. Alors le SA-6, c'est des noms donnés par l'OTAN. Le SA-6, il me semble, c'est le S-200. 50 km guidage radar. Le longue portée, portée supérieure à 5 km. On a le S-300, le S-400. On peut aussi distinguer les missiles en fonction du lanceur, à dos d'homme, les Stinger, les Manpads, ce qu'on appelle les Manpads pour buter certains avions. Il y a un avion russe, un Su-25, qui est tombé sur un os il y a quelques temps là, puisque les pseudo-rebelles avaient un Manpad, je crois même que c'était un Stinger. Tu as ceux qui sont sur véhicules aussi, les Strela, les Oscar, et qui suivent la troupe, voilà, ils suivent une division blindée, tu as des véhicules, là, avec 3 missiles, tu en as un qui s'appelle le Trident de la Mort, je crois. Il me semble que c'est, ah non, ça c'est le S-75, le Trident de la Mort. Mais tu as ce genre de missiles, donc ils sont là. Si ta colonne de chars elle est attaquée par des avions, ben, c'est eux qui ripostent. Le radar chope l'avion, le suit, lance le missile, le guide, bim badaboum. Comme c'est des avions d'attaque au sol, c'est des avions assez lents, c'est pas des avions de chasse, ils bombardent à basse altitude, chaud bouillant, donc en général ils y vont pas dès qu'ils perdent un avion. Ou alors s'ils peuvent brouiller, il faut qu'ils appellent les copains, etc. etc. Et tu as ceux qu'on installe sur les navires ou sur terre. J'étais en train de voir. Navires, porte-avions et autres. Voilà. Non, j'avais marqué sous-marin, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est la capacité à tirer un missile d'un sous-marin. Enfin, le lanceur peut te permettre de subdiviser les missiles, mais c'est pas très important. Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les capacités anti-aériennes, syriennes. Ça arrive. Je regarde juste mes notes. Voilà, le S-75, c'est le SA-2 Guideline. Et c'est le S-200, le SA-6. Très efficace. Une défense antiaérienne, voilà, c'est une batterie de tir avec des missiles, un système de maintenance à côté, un centre de commandement avec les ordinateurs, les calculateurs, les radars, les différents radars, et
Comment ça s'appelle radar, commandement, tir. Voilà. Après, il y a d'autres trucs qui viennent. Hein. Je veux dire, tu as des lanceurs supplémentaires, tu as des camions avec des missiles qui sont là pour recharger, tu as tout un tas de choses qui peuvent se greffer à ça. Là, on a un système. Mais on a un système où le radar qui chope et qui conduit le tir est proche du lanceur. Et ça, c'est super pour les avions. Parce que tu tires dans le tas, de toute façon, tu fais exploser le système. Mais imagine que tu as un radar qui soit dans un pays à côté. Et que ton lanceur, il soit voilà, de l'autre côté. Et que tes ennemis, par exemple les Américains, ne peuvent pas attaquer le pays à côté. Résultat, ils ne peuvent pas brouiller le radar. Tu vois où je veux en venir? Le radar peut continuer à choper les cibles, à guider les tirs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de détruire les lanceurs. Mais un lanceur détruit, tu en rechopes un autre, tu en remets un autre. Et il y en a d'autres ailleurs. Ça fait partie des techniques que font beaucoup de pays maintenant. Parce qu'ils ont été échaudés. Ils ne peuvent pas avoir la suprématie aérienne. Et ils sont beaucoup moins forts que les Américains. Faute de matos, c'est pas faute de bravoure, faute d'électronique, faute de pas être allé à l'école parce qu'on leur a pas construit des écoles, parce qu'ils ont eu des gouvernements de merde qui ont plutôt pillé leur pays, qui ont jamais rien branlé. Excusez-moi de le dire comme ça, mais si. Si, on est en 2018, comme tu as des pays, ça fait 8000 ans qu'ils sont là, ils sont toujours en train de chialer. Et puis après, ils font les beaux, ils achètent. Regardez les Séoudiens, voilà, les Séoudiens, c'est exemple même du gros minable. Du gosse de riche qui a de l'argent, mais qui a jamais développé une seule science, même pas une table de multiplication. Résultat, ils font les beaux, ils achètent du matériel américain. Voilà, c'est des merdes. Je préfère encore des pays comme l'Iran qui ont récupéré des technologies, les ont travaillées, les ont améliorées, ont su faire preuve d'intelligence, une ingénierie terrible, hein, parce que c'est reconnu par tout le monde, et ils ont développé maintenant leur propre industrie, leurs propres missiles. C'est beaucoup plus intéressant. Alors alors MCMB. Oui, voilà. J'ai parlé des missiles de croisière. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps. Donc, on a une défense antimissile de plus en plus intégrée à l'anti-aérien, aux autres volets de l'anti-aérien qui sont la suprématie aérienne, la guerre électronique, la destruction de l'adversaire, les mesures passives. Ça demeure, ça demeure. Hein. Les Wild Weasel, par exemple, américains qui sont des F-15, on les appelait Wild Weasel parce que c'était des destructeurs de radars anti-aériens ennemis. Pour vous donner un exemple. Ça, j'en ai parlé aussi. Et moi, j'ai envie maintenant, voilà, moi je suis surpris, et je vais passer à la Syrie. Les Syriens qui n'ont jamais arrêté ne serait-ce qu'une hirondelle, avec un système antiaérien qui était préhistorique, parce que même le S-200 ne marchait pas au début de la guerre. Tout le monde passait, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et puis à un moment donné, ils se sont mis... Alors les Russes leur ont bricolé des systèmes, les Russes leur ont vendu des systèmes anti-aériens, ils ont réparé des S-200, mais ils n'ont jamais voulu leur donner des S-300. Et d'un coup, les Syriens réussissent quand même l'exploit de taper un F-16, de toucher un F-35. Qu'est-ce qu'il y a encore? De détruire des avions, de bloquer des missiles. On a vu avec la fumisterie du bombardement avec des Tomahawk vieux que, bon, ils en ont arrêté. Moi, je pense qu'ils en ont arrêté beaucoup, mais que c'était voulu de toute manière des deux côtés. Hein, vous rappelez la pièce de théâtre? Bon. Et bizarrement, des fois, comme par exemple pour le bombardement de la base T4 à Tias, ou à des Razors, ou pour certaines batteries, ils ne voient rien venir, ils n'avaient rien à choper. C'est quand même étonnant, cette défense antiaérienne qui a du très 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 vieux matos, officiellement, et qui un jour te chope des trucs comme des F-35 et le lendemain n'est pas capable d'arrêter un F-16. Il y a une contradiction, il y a quelque chose, il y a un anguille sous roche, on nous cache quelque chose. La deuxième chose, c'est que depuis le temps, et tous les neuneux, tu vas voir Poutine, les S-300, ça fait 10 ans que j'entends ça. Alors, je sais pas, Poutine, encore une fois, a vendu à tout le monde des S-400 ou des S-300. Et il ne veut pas en donner aux Syriens qui sont soi-disant ses amis, ses alliés, ses frères, qui eux lui ont concédé 2 bases, hein, ad vitam aeternam, et qui lui ont donné les clés du pays, puisque c'est lui qui négocie à l'étranger. Hein, bon, bref. Et ce type, non, je ne donne pas les S-300. C'est pas un pote à toi, ça. Non, je ne veux pas lui donner le fusil. Je te défends avec mon fusil quand je veux. La défense antiaérienne syrienne, c'est comme son armée, elle est vétuste. En face, ils avaient du meilleur matos, donné par des gens qui voulaient détruire
qui voulait détruire la Syrie. C'est ça qui fait la différence. Je vous avais expliqué le coup du satellite, par exemple. Quand tu as des satellites qui peuvent voir l'évolution des troupes syriennes et les donner en temps réel aux rebelles, pseudo-rebelles, ben ces gens-là, ils ont toujours un coup d'avance par rapport aux Syriens qui, eux, ne bénéficient même pas des radars russes. Ils sont bizarres, ces amis russes. Ils sont là, ils font des affaires avec tout le monde, ils laissent rentrer ou ils laissent pas rentrer. Alors, et on va me dire, oui, mais il a évité que... À quoi joue Poutine? À faire durer une guerre, à créer deux camps, un clivage? C'est quoi? C'est Valls contre Dieudonné? Trump, Poutine? Il y a des choses bizarres qui indiquent une duplicité de tous ces gens sur le dos de la Syrie notamment. Donc il y a quelque chose d'énigmatique, c'est quand Poutine il dit je ne livrerai pas des S-300 aux Syriens, ils ont déjà ce qu'il faut. Quand moi je vais voir ce qu'ils ont quelques Pantsir, quelques boucs modernisés, quelques systèmes S-200 et encore quelques systèmes. Pas de quoi mailler le territoire. Insuffisant. Enfin, ils ont du matos. Écoute, c'est simple. Hein. Je m'excuse. Je vais. Ils ont des S-75, des S-125, des S-200, des Oxa, des Strela. C'est des véhicules, ça. Hein. C'est des véhicules pour choper des avions, mais des avions d'attaque au sol. C'est pas des F-35 ou des F-18. Bouquem 1 et Bouquem 2, 51 exemplaires. Le plus moderne qu'ils ont, c'est un Pantsir. C'est les Pantsir S1. C'est même pas les S2. Il y a un truc qui est têtu, c'est la science. C'est du matos qui ne leur permet pas de choper des missiles israéliens, de choper des avions israéliens, de choper même des Tomahawks, de lutter contre une vraie guerre électronique comme il y en a eu lorsque la base de Shen Akun a été bombardée par Trump. Ce n'est pas possible d'être efficace. Et pourquoi ils ont été efficaces un peu et ils ne le sont plus après? Et pourquoi Poutine te dit je ne leur livre rien? Et ils continuent quand même à être potes avec lui. Et ils ne disent rien là-dessus. Ils ne font pas de commentaires. Poutine qui avait promis à Netanyahou, encore un de ses potes, de ne pas livrer de S-300 aux Syriens. Et qu'en même temps est le meilleur pote des Syriens et qui leur sauve la mise. La vérité, elle est très simple. C'est que les Syriens, et ils n'ont pas le choix, dépendent de la couverture radar russe. Que les radars d'acquisition et de tir sont dans les zones russes, là où c'est brouillé, là où personne ne peut bombarder, sinon c'est acte de guerre. C'est ce qui faut. Encore une fois, il y a des accords secrets et les Russes ont des lignes rouges. Si elles sont dépassées, ces lignes rouges, ils contre-attaquent, américains ou pas. Et les lignes rouges, c'est vous touchez un soldat russe, un officiel russe, un endroit russe, riposte. Et on riposte là où vient l'attaque et on s'en fout de qui. Quand les mercenaires de la société Wagner se sont fait détruire alors qu'ils essayaient de prendre une position au FDS par des avions américains, les Russes n'ont rien dit parce que c'était des mercenaires, ils n'étaient pas censés être là. Tout le monde a fermé sa gueule. Mais il y a des lignes rouges. Donc en gros, Poutine a mis sous tutelle la Syrie, il leur a laissé des vieux systèmes de tir, mais ce qui compte, c'est-à-dire les radars et le traitement pour poursuivre les cibles, pour les choper, pour les verrouiller, pour les choper, pour calculer leur trajectoire, pour les verrouiller, c'est les radars russes hyper modernes. Et il les a utilisés quand il a voulu. Quand ils ont joué le cinéma Trump-Poutine, il a utilisé ces radars qui ont permis aux lanceurs syriens, ces radars-là, tu ne peux pas les brouiller, tu ne peux pas les détruire. Par contre, ils ont permis aux lanceurs syriens d'intercepter des missiles de croisière. Lorsque Poutine n'a pas voulu prévenir les Syriens, notamment lorsque la base T4 Tias a été bombardée, les radars russes n'ont rien révélé. Les Syriens n'ont pas pu tirer de missiles. C'est pas seulement les radars russes auraient pu prévenir les radars syriens. Non. Les radars qui permettent le tir sont aux mains. C'est un double commandement, quoi. Enfin, un double commandement. Commandement russe et mise sous tutelle russe de la défense antiaérienne syrienne. C'est l'hypothèse que moi j'aimais. Ce qui fait que, effectivement, Poutine ne ment pas en disant qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut, puisqu'ils ont des radars ultra modernes. Et les lanceurs restent vieux. Il peut dire à Netanyahou, moi j'ai rien livré. Il peut dire aux Américains, moi j'ai rien livré. Il peut dire aux Syriens, je vous protège avec le système. On fait juste un petit bricolage. Voilà, tu te branches sur l'électricité. Voilà. Vous voyez
Pourquoi j'ai fait tout ce laïus avant de parler de ça? Tu peux pas avec un Strela ou avec des systèmes de 1958 ou de 64 comme le S75, tu peux pas. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si les gendarmes avaient des trafics pour choper des gars qui font des go-fast. Des trafics de 83 pour choper des gars qui font des go-fast en Subaru 2018. Et tu me dis, ouais, ils en attrapent. Puis des fois, ils ont jamais rien attrapé, puis ils se sont mis à attraper d'un coup des gros poissons en les coursant. Tu te dis, non, il y a quelque chose. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je ne sais pas à l'heure où j'enregistre ce texte si elle sera en 2, 3 parties. Je pense qu'elle sera en 2 parties. 3, ça fait beaucoup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. À vous ensuite d'aller faire vos recherches pour creuser le sujet. Vous savez comment je fonctionne. J'espère que le format vous plaira. Là, j'ai utilisé Bandicam. Donc on a de meilleures images. Et donc je vais monter tout ça. J'attends vos retours. Sur le format, sur les informations, quoi d'autre encore, commentaires préapprouvés, tous les jours je jette un œil, je fais passer les commentaires. Je vous remercie à toutes et à tous, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, et puis merci de me suivre. Voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos encore que je prépare là. Chaque vidéo suppose quand même un temps de maturation avant d'être écrite, avant que, bon là je vais utiliser beaucoup d'images de Jean-Jean dans Second Life. Mais à un moment donné, il fallait chercher les images et puis il fallait faire le montage. Bonne soirée. Nous sommes le 4 juillet, il est 21h.